chanterons le temps des cerises, les guerres le signal, les mers, le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, le moqueur. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. L'émission Art Racaille, le 5 décembre 2017, un ciel pourri sur Paris, puis il fait fresquette. Notre invité aujourd'hui, aux joies, est Sylvie Zampolini, une artiste, on peut dire plasticienne, mais elle travaille dans le plastique. Voilà, elle récupère ce matin, entre le bistrot et ici, elle s'est récupérée 2 bouteilles de plastique, voilà. Et donc c'est vraiment assez exceptionnel comme travail. Malheureusement, nous ne sommes pas à la télévision, vous les verrez pas ces œuvres, mais vous pouvez les voir sur le net. Elle est sur de Facebook, je crois. Sur Art Majeur et Facebook. Art Majeur et Facebook, voilà. Enfin, on vous mettra tous ces liens ce soir sur le blog. Ma camarade Pizécou, c'est ce qu'elle fait à chaque fois. Pour un regard, vous venez d'écouter Noir Désir, Le Temps des cerises, et nous allons tenter un pari désespéré de porter un regard en marge sur l'art, et avec Sylvie, on est en plein dedans. Et aussi, pour la même émission, dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Voilà les camarades, auditrices, auditeurs. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je vous rappelle le numéro du studio pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Le 01 43 71 89 40.
Voilà, c'était Julia Boutros, oui, Nal Malaïn. Oui, une magnifique chanteuse libanaise qui par ses chansons propage, si vous voulez, enfin propage, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, enfin en tout cas, parle de la Palestine et de son espèce d'agonie sous les coups inconsidérés de l'imbécilité des colonisateurs israéliens. Voilà. Tout de suite, la petite citation. Celui qui ne sait pas est un imbécile, mais celui qui sait et ne dit rien est un criminel. Voyez-vous, voilà, c'est un proverbe français, il n'y a pas d'auteur, c'est un proverbe français. Ça, c'est pour notre président. À propos, justement, d'une deuxième invitation du criminel de guerre Netanyahou, voilà, qui va se ramener encore en France. Ça devient apparemment une habitude de monsieur notre président, hein, qui a l'air d'avoir un faible pour les criminels de guerre, parce qu'il en a reçu d'autres. Hein. Voilà. Alors à ce propos, je vais faire court parce que je voudrais pas lasser la patience de nos camarades auditeurs, auditrices. Voilà. Alors... comment dirais-je? Alors que à propos d'un papier de l'UJFP et d'autres associations pro-palestiniennes pour la paix surtout, non à la visite de Netanyahou en France et la libération immédiate de Salah Hamouri. Vous savez, Salah Hamouri, c'est ce jeune avocat franco-palestinien qui est en tôle sans motif, sans procès, simplement comme ça. Il donnait des boutons, si vous voulez, à l'État colonial israélien. Et alors on l'a enfermé, et c'est renouvelable tous les 6 mois. Il peut y rester comme ça à vie. Voilà, il a déjà purgé, avant de replonger 6 ans de prison dans les geôles israéliennes. Voilà. Ouais, alors, excuse-moi, il y avait un article l'autre fois justement où c'est sa compagne qui était interviewée qui expliquait qu'effectivement, elle ne peut plus aller vivre à Jérusalem alors qu'ils ont un enfant ensemble et que leur but c'était de le briser, qu'ils quittent la Palestine. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors à ce propos-là, si vous voulez, ce qui arrive aujourd'hui à Salah Hamouri, dont je répète qu'il a été arrêté le 23 août, il est toujours en tôle. Salah, je répète, a la double nationalité française et palestinienne. Bon, il a déjà purgé 6 ans de prison entre 2005 et 2011, sans aucun chef d'inculpation crédible. Il est avocat, travaille dans l'association Adamer, qui défend les droits de l'homme là-bas, en Palestine, bien sûr. Voilà. Alors, son épouse et son bébé sont interdits à Jérusalem, donc ils ne peuvent pas le voir, alors que le gouvernement français a toujours multiplié les interventions chaque fois qu'un citoyen français a été emprisonné à l'étranger, se souvenir de ce journaliste français en Turquie, embastillé, la mobilisation du ministre des Affaires étrangères, du président lui-même, voilà. Et il a été libéré, ça n'a pas traîné. Donc, pour Salah Hamouri, il doit agir comme il a fait pour ce journaliste, voilà, qui était prisonnier en Turquie, qui a été libéré grâce à l'intervention de ce gouvernement. Mais là, pour Salah Hamouri, après, ça traîne des godasses. On se demande bien pourquoi. Hein. Donc, nous demandons que le représentant d'un gouvernement criminel qui vient de refuser à des élus français l'accès au territoire israélien ne soit pas reçu en France. Et nous exigeons en même temps la libération de Salah Hamouri. Alors, c'est signé BDS France, UD CGT 13, la CIMAD, LDH, Mouvement de la Paix, Palestine 13, PCF, UJFP. Voilà. Et je voudrais ajouter à ça un article de Guillaume Gendron, correspondant à Tel Aviv de Libération, qui a publié sur le site de son journal, le 30 novembre 2017, un papier concernant des chercheurs, des intellectuels, des scientifiques qui sont originaires de l'État hébreu et appellent à la publication par l'ONU
des compagnies travaillant en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Voilà. Parce qu'il y a un petit village qui s'appelle Yaoun, qui est cerné d'avant-postes proches de Xra. Voilà. Des avant-postes évidemment, colonial israélien. Voilà. Alors, il y a des photos de ce qui se passe. Bon, et dans une lettre que Libération a pu consulter et qui sera rendue publique ce jeudi, 400 personnalités israéliennes, dont plusieurs figures emblématiques du camp de la paix, appellent le Haut Conseil des droits de l'homme, HCDH, maintenant il faut toujours donner les abréviations, de l'ONU à la divulgation d'une liste des entreprises opérant dans les territoires occupés que l'agence a compilée mais n'a pas rendue publique. Cette liste noire fait l'objet depuis presque un an d'un intense bras de fer entre l'État hébreu et l'organe onusien. Dimanche, l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, Dani Danon, a déclaré à l'agence AP que l'État hébreu ferait tout son possible pour que cette visite ne voie pas la lumière du jour. Voilà. Alors vous êtes au courant de tout. Et c'est un article assez long, donc je vais arrêter mon babillage ici. Mais c'est pour vous mettre quand même, parce que parmi les signataires de la lettre, je vais vous en citer quelques-uns pour qu'il y ait une idée quand même que de ces personnalités, c'est pas n'importe qui. Il y a par exemple Eli Barnavi, Mordechai Baron, ex-commandant du corps éducatif de Tsahal et figure historique du mouvement La Paix Maintenant, ainsi que l'ex-ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud, Ilian Barouk. Font aussi partie des pétitionnaires Michael Ben Yair, ex-procureur général et ex-juge à la Cour suprême d'Israël, Yael Dayan, ex-députée travailliste et vice-présidente du conseil de Tel Aviv-Jaffa, fille de Moshe Dayan, l'un des pères fondateurs de l'État hébreu, qui était aussi un général bien connu, qui pendant la guerre de 67 a fait quelques exploits militaires. Et voilà, et qui a été vice-présidente, fille de Moshe Dayan, l'un des pères fondateurs de l'État hébreu, ainsi qu'une flopée de lauréats du prix Israël. Ces derniers soutiennent fermement la décision du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de publier une liste des sociétés qui font des affaires avec ces colonies de peuplement qu'ils jugent dans la droite ligne de la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU, votée fin 2016 grâce à l'abstention des États-Unis. Celle-ci condamne l'accélération de la colonisation dans les territoires cisjordaniens investis par Israël après les guerres des 6 jours de 67. Voilà. Et je rappellerai au passage que cette guerre, depuis justement 1967, écoutez bien, 800 000 Palestiniens ont connu la prison, la torture et l'isolement. Voilà, tout ça, c'est légal dans les prisons. Les arrestations de très jeunes enfants sont dans les courantes, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Et Israël utilise régulièrement la détention administrative qui se fait sans procès, sans jugement, sans rien, et qui peut être renouvelée tous les 6 mois, comme je vous l'ai déjà dit. Cette mesure totalement arbitraire permet d'emprisonner quelqu'un 6 mois renouvelables sans qu'il sache de quoi il est accusé et sans procès. J'ai fini mon petit blabla, je ne veux pas trop vous saouler, mais ça me tient tellement à cœur cette histoire de la Palestine dont aucun média relaie, si vous voulez, ce que je viens de vous expliquer là, sauf Libération, qui là s'est bougé un peu le cul. Mais vous verrez jamais de choses comme ça à la télévision, dans aucune émission. Hein. Voilà. L'autre jour, je regardais une émission qui s'appelle 28 minutes. Bon, c'est une émission pour les bobos, mais enfin, en tout cas, il y avait une histoire sur les génocides. Alors, toujours sur les génocides qui sont très loin, hein. Sont vraiment là, les Rohingyas, les ceci, les cela. Bon, c'est dramatique, aucun problème, on fait bien en parler. Seulement, tout le monde oubliait et personne n'a parlé de ce qui se passe presque à côté, à notre porte, en Palestine, qui est aussi un génocide qui dure depuis 1948, voilà, qui a commencé avec le massacre de Palestiniens et l'exode de 800 000 Palestiniens. Ils sont maintenant, je crois, 4 millions ou plus que ça dans les camps à l'étranger. Ouais. Et on peut rappeler à ce sujet le film dont on parlait la semaine dernière, Derrière les fronts, ouais. Qui est un film d'Alexandra Dodds qui justement retrace toute l'histoire de la Palestine, la résistance palestinienne, toute l'histoire de résilience avec beaucoup d'interviews de cette femme psychiatre qui travaille justement sur le corps, comment les Palestiniens sont cassés dans leur corps même, quoi. Oui, ça commence tout petit, puisque, je vous dis, il y a une ministre de la Justice en exercice en ce moment qui carrément appelle au meurtre des enfants, etc., qui sont
qualifié de vipère. Voilà, les mères, elles font des vipères, quoi, tu vois, les mères palestiniennes, évidemment. Et que la femme palestinienne, si elle n'était pas là, c'est elle qui porte à bout de bras toute cette comment on pourrait appeler ça, toute cette effroyable misère physique et morale du peuple palestinien. Voilà, c'est quelque chose quand même d'assez terrifiant, on ne peut pas dire autre chose que cette occupation de la Palestine avec des exactions tous les jours, des meurtres tous les jours, des emprisonnements tous les jours, d'enfants, de femmes, de vieillards, voilà. Alors, ma citation. La mendicité n'est interdite qu'aux pauvres. C'est une citation d'Anatole France. Alors moi, je vais aller moins loin que la Palestine, je vais aller en Allemagne. On crie toujours vive le modèle allemand. En Allemagne, faire la manche, voilà, c'est un nouveau travail pour le Job Center. Le Job Center, c'est le pôle emploi allemand. Là, c'est un article que j'ai trouvé sur le site de Révolution Permanente. Voilà, collecte de dons privés. Voilà le beau nom qu'a décidé de donner le pôle emploi allemand à la mendicité. Ainsi, un couple de 2 chômeurs s'est vu diminuer ses allocations de 300 € en raison de ses revenus gagnés en faisant la manche. Incroyable, mais vrai, quoi. En Allemagne, donc le pays qui est modèle selon nos gouvernants, la pauvreté et le chômage sont pourtant bien une réalité. Une réalité qui a frappé Michael et Christa Hanson. Donc c'est un couple d'une 50aine d'années au chômage, ensemble depuis les réformes Hartz IV. Alors, les réformes Hartz IV, il faut préciser que ce sont les nouvelles réformes qui sont les réformes du marché du travail qui ont eu lieu en Allemagne entre 2003 et 2005, sous le mandat du chancelier Gerhard Schröder, qui consistait à créer justement des mini-jobs. Donc, l'inspirateur de ces réformes, donc Peter Hartz, était le directeur du personnel de Volkswagen, et c'est là qu'il négocia donc des accords sur la flexibilité des horaires et l'encadrement donc des allocations chômage. Donc, ce couple touchait 760 € par mois, en plus du loyer et du chauffage pris en charge par l'État. Alors parfois, le Michael Hanson, en fait, qui est un enfant de l'assistance publique, qui a perdu son emploi depuis 2005, avait la prétention de vouloir se permettre quelque chose de nouveau chez lui, et avec sa chienne, il s'en allait braver le froid et espérer que les passants soient généreux. Mais Michael ne savait pas qu'il s'exposait alors à l'inhumanité rapide de Pôle emploi. Une employée qui l'a reconnu dans la rue l'a dénoncé. Ainsi, pour eux, M. Hanson se tient régulièrement dans la rue pour procéder à une, entre guillemets, collecte de dons privés. L'administration n'a alors pas uniquement valorisé son temps à faire la manche en temps de travail, elle a aussi dévalorisé ses allocations de 300 €. Effectivement, le Job Center a fait ce calcul, 10 € en moyenne par journée à faire la manche, 30 jours d'activité par mois rapportent environ cette somme. Voilà, donc 460 €, c'est ce qui restait au couple. Donc il fallait continuer de faire la manche, effectivement, pour non plus, comme dit dans l'article, mettre du beurre, mais pour avoir des épinards. Ils ont quand même rencontré une avocate qui s'est insurgée et a fait appel de la décision. Donc c'est un appel qui ne pouvait que servir à améliorer un peu la somme perçue par le couple, car la défense, en fait, est restée dans ce schéma comptable. Donc celle-ci a pu gagner de revoir un peu les sommes à la baisse. Donc faire la manche, ou plutôt une collecte de dons privés, ne rapporte en moyenne que 6 € par jour et seulement 20 jours par mois. Donc ce qui fait 120 €. Donc moins 30 € au titre de l'exonération pour les dons, soit 90 €. C'est un savant calcul. Mais le Job Center ne compte pas se contenter de cette moyenne et a envoyé une lettre à Michael afin qu'il tienne un journal de son activité avec le décompte exact de ses revenus ainsi qu'une projection pour les 12 prochains mois. Il a également été invité à se rendre au bureau du commerce afin de déterminer si son activité relevait du travail indépendant. Donc voilà, une nouvelle question pour les services de l'État qui en Allemagne comme en France s'attaquent aux pauvres pour mieux protéger les riches. On sait, les services de l'État vont toujours plus loin dans l'attaque des plus précarisés, tout en armant un appareil législatif et répressif pour protéger les plus riches. Voilà, une histoire de plus pour le démontrer. Donc après puis on peut préciser d'ailleurs, comme on parle de l'Allemagne, que si le glyphosate a été reconduit pour 5 ans, c'est quand même parce que l'Allemagne au dernier moment a voté pour le maintien du glyphosate sur le vote européen. Et pourquoi je vous le demande, Émile? Parce que qui c'est qui fabrique le glyphosate? C'est les laboratoires Bayer, Phytochim, voilà. Ouais, d'ailleurs, sur le site d'Attaque, il y a un article très intéressant. Je crois que c'est le Business Économique qui est un grand lobbyiste au sein de Bruxelles, dont en fait partie justement Bayer. Ouais. Bon, donc il n'y a rien de nouveau sous le ciel.
C'est toujours, oui, enfin, comme avec ce médicament là dont parlait notre invité ce matin, là, comment ça s'appelle là ? Le Leviterox. Le Leviterox, c'est pareil, qu'on trouve pas en France. Alors les gens, normalement, il y a l'ancien qui a été remis sur le marché, mais en France, on le trouve pas. Alors les gens qui sont, ils doivent continuer à prendre un poison quasiment mortel. Parce que s'ils le prennent pas, bah, ils sont aussi en danger. S'ils le prennent, ils sont aussi en danger, peut-être un peu moins. Mais voilà, c'est la France. Alors qu'on en trouve en Italie, en Belgique, librement. En France, non. Et c'est un laboratoire français qui le fait. Ouais. Allez y comprendre quelque chose. Et alors, je voulais justement terminer ces petits coups de gueule du matin par un mail qu'on a reçu de Marina, justement sur une pétition que j'ai mis en ligne sur le blog pour se positionner contre l'implantation de la sculpture que Kunz a offert à la France après les attentats du Bataclan. En fait, Kunz a offert une sculpture, c'est un énorme bouquet de tulipes qui est tenu dans une main qui va être installé devant le palais de Tokyo. Alors c'est un truc monumental qui fait, je crois, 12 mètres de haut, qui pèse 33 tonnes. Donc en plus de ça, il y a un coût quand même, sur cette installation qui sera probablement payé par les contribuables parisiens. Et il faut voir derrière en fait que sous cet acte soi-disant de bonne volonté, et, voilà, bienfaisance, en fait, on peut quand même retrouver Pinault derrière, qui est quand même un collectionneur de Kunz, et qu'on peut imaginer que la cote de Kunz du coup va encore augmenter. Quoi. Voilà. Donc, c'est curieux ça, parce que l'écurie de Pinault, ils squattent Versailles, ils squattent tous les lieux d'art emblématiques, pas seulement de la capitale, mais de la France, ou de l'Europe, même si on peut dire ça, gratos, voilà, sauf que pour les contribuables parisiens ou versaillais, etc., c'est leurs impôts qui payent tout ça, voilà. Voilà, donc devant le palais de Tokyo, je ne sais pas quand est décidé, quand est-ce que ce sera installé, mais alors ce bouquet de tulipes, il faut le voir sur Internet, c'est absolument hideux. C'est des grosses fleurs multicolores, enfin c'est abominable. Avec une grande main qui tient tout ce bouquet. Une grande main qui doit être un copier-coller d'une main en plâtre, d'une petite sculpture bidon, là, voilà. Parce qu'il ne faut pas se tromper, Kunz, lui, il conçoit, mais il ne met pas les mains à la pâte. C'est des praticiens qui font tout le boulot, voilà. Et puis il faut voir quel boulot, hein. Passerai sur la planche, celle au-dessus du ravin. Si t'as le cœur qui flanche, mets tes yeux sous tes mains. T'as qu'à regarder ailleurs, penser à autre chose. Si je tombe, c'est ta peur qui en sera la cause. Je marcherai sur le fil du rasoir invisible, où seuls les invincibles volent d'un battement de cils. Si t'as le cœur au vertige et l'envie modérée, on tombe quand on se fige. Allez, laisse-moi passer. Je danserai au rebord des fenêtres, des falaises et de tous les décors qui fabriquent vos malaises. J'offre une sarabande au cœur rongé d'acide, un pied sur vos plates-bandes et l'autre dans le vide. Un pied sur vos plates-bandes et l'autre dans le vide. Oui, c'était Le Pont, interprété par Flo.